Prenons l'endroit censé être le plus sécurisé d'Afrique du Sud, l'ancien couloir de la mort. Des murs d'enceinte infranchissables, une surveillance permanente. Bref, une forteresse conçue pour isoler les individus les plus dangereux du pays. Ouais, sur le papier, c'est littéralement impossible d'en sortir. Et pourtant, un homme au physique frêle, armé d'un simple bout de métal tordu et, si l'on en croit la version officielle, d'un pot de vaseline, a réussi à s'en évader. C'est juste absurde quand on y pense. Complètement. Bienvenue dans cette nouvelle exploration en profondeur. L'objectif aujourd'hui, c'est pas seulement de raconter une cavale, c'est surtout de comprendre, à travers la retranscription du documentaire d'investigation intitulé « How Ananias Matai Became South Africa's Most Wanted », comment un seul individu a pu exploiter les failles invisibles de tout un système. Tout à fait, parce que c'est un dossier qui nous force vraiment à regarder au-delà du simple fait divers. Ce qu'on va examiner, en fait, c'est l'anatomie d'un échec systémique massif face à un prédateur parfaitement adapté à son environnement. Bon, décortiquons ça. Plantons d'abord le décor. On est à Johannesburg, qu'on appelle souvent Egoli, la ville de l'or. C'est une métropole tentaculaire, née littéralement d'une ruée vers l'or à la fin du 19e siècle. Et ce qui frappe, c'est que c'est une ville de contraste absolu. Ah oui, c'est clair. On y trouve une richesse obscène qui côtoie vraiment une pauvreté désespérée. Et très souvent, elles sont séparées par un simple mur ou une autoroute, quoi. C'est ça. C'est hyper polarisé. Et c'est précisément cette géographie urbaine fragmentée qui est cruciale ici. Une ville aussi divisée, avec ses banlieues ultra sécurisées d'un côté et ses townships hyper denses de l'autre, ça offre une couverture tactique parfaite. Ouais, un vrai terrain de jeu pour lui. Exactement. Avant de devenir une légende nationale de l'évasion, Maté a d'abord été un fantôme. Il a navigué dans ces fractures sociales pour opérer de manière totalement invisible. Et c'est ce qui m'a le plus interpellé dans nos sources, pour le coup. Tout commence en 1999. On a une série de cambriolages, d'agressions et de viols qui s'étend sur 3 provinces différentes. Mais personne ne relie ces événements entre eux. Personne. Parce qu'il ne cherchait pas au bon endroit. Voilà. Et pour comprendre comment il opérait, il faut regarder sa méthode d'intrusion. Il n'utilisait pas la force brute pour entrer, il neutralisait d'abord la première ligne de défense, c'est-à-dire les chiens de garde. Oui, l'empoisonnement des chiens était systématique chez lui. Et la méthode, elle en dit long sur son profil. Il utilisait de l'aldicarbe. C'est un poison agricole, c'est bien ça? Exactement, ouais. C'est un pesticide extrêmement toxique qui agit directement sur le système nerveux central. Et c'est pas un produit qu'un cambrioleur lambda trouve par hasard dans un supermarché, tu vois. Ça demande de l'organisation. Totalement. Cela implique une chaîne d'approvisionnement, une sacrée préméditation et une compréhension de l'efficacité létale du truc. Quand il jetait des saucisses empoisonnées à l'aldicarbe par-dessus un mur, les chiens avaient même pas le temps de les avaler complètement avant que leur système nerveux ne s'effondre. C'est foudroyant. Et le témoignage de Rod Richard Springle l'illustre de manière, glaçante. Il raconte qu'il est réveillé à 3h30 du matin par un bref aboiement, puis plus rien. Un silence total. L'angoisse. Grave. Il se lève, il trouve un homme de petite taille dans sa chambre. Pringle essaye de l'intimider, de lui dire de prendre ce qu'il veut, et là l'intrus tire, sans dire un mot, sans aucune émotion. La balle ricoche sur la clavicule de la victime, et en sortant, Pringle découvre ses chiens morts foudroyés. Ce niveau de froideur clinique, on le retrouve aussi dans ses agressions, malheureusement. Il y a le cas de Tracy Lolblatt, qui réussit in extremis à le repousser et à verrouiller une grille de sécurité alors qu'il lui tire dessus. Ah oui, cette histoire est terrifiante. Et Heidi, à Pretoria, qui a été ligotée avec des câbles électriques, ses vêtements découpés au couteau aztèque. Ce qui relie vraiment ces témoignages, c'est l'absence totale de panique chez l'agresseur. Il est dans son élément, en fait. C'est exactement ça. Il maîtrise l'environnement nocturne. Il utilise des objets du quotidien, un fil de sèche-cheveux, un câble d'enceinte. Et c'est pas par improvisation désespérée, c'est par pur souci d'efficacité. Moins il transporte de matériel, plus il est silencieux. Alors là, j'aimerais qu'on s'arrête sur un point qui me rend vraiment perplexe. On a cet homme qui laisse un sillage de destruction derrière lui, et pourtant, à un moment donné, il est impliqué dans une course-poursuite à plus de 200 km/h avec la police. Ouais, la fameuse arrestation. Voilà. Il grille un feu, il percute un lampadaire, il sort du véhicule en tirant sur les agents, et il finit blessé. La police l'arrête,
il donne un faux nom, Koa, il a sur lui une arme et ce fameux poison, l'aldicarbe. Et là, le système lui accorde une libération sous caution de 500 rands. Je sais, ça paraît fou. Mais comment c'est physiquement possible? Comment un homme qui tire sur la police repart-il pour une somme aussi dérisoire? Anatomie d'un effondrement bureaucratique total. En 1999, au début des années 2000, les bases de données de la police sud-africaine dans les différentes juridictions ne communiquaient pas du tout de manière fluide. Chacun travaillait dans son coin. C'est ça, les enquêtes étaient segmentées par zone géographique. Donc le poste de police qui l'a arrêté après la course-poursuite ne voyait qu'un délinquant routier violent utilisant un faux nom. Ils avaient tout simplement pas accès au tableau d'ensemble, tu vois, aux viols et cambriolages dans les autres banlieues résidentielles. D'accord, donc si je comprends bien, c'est comme une faille de cybersécurité. Il n'a pas eu besoin de détruire les serveurs de la police, il s'est simplement glissé dans l'angle mort entre deux systèmes qui refusaient de se parler. Absolument. Il était en gros le virus que l'antivirus local pouvait pas identifier parce que la base de données n'était pas mise à jour. C'est une excellente analogie, vraiment. L'information restait cloisonnée dans des dossiers papier ou des systèmes locaux isolés. Et ce manque de communication institutionnelle, ça a créé un énorme sentiment d'impunité chez Mattei. Il a dû se sentir intouchable. Ah ben totalement. Il est passé d'intrus silencieux à violeur en série juste parce que le système lui montrait que ses actes n'avaient pas de conséquences globales. Et il a fallu quoi pour qu'on le chope? Il a fallu le travail acharné d'un expert en empreinte digitale pour repérer une trace sur une simple ampoule électrique laissée sur une scène de crime. C'est cette microscopique connexion physique qui a fait s'effondrer tout le cloisonnement des dossiers et a révélé qu'il s'agissait bien d'un Ananias Mattei, originaire du Mozambique. Et en toute logique, son identification aurait dû marquer la fin de la terreur. Mais en avril 2005, la police le capture enfin et le place dans une cellule à haut risque à Johannesburg. Et 2 mois plus tard, il s'évade simplement en brisant les barreaux. Je veux dire, comment on brise les barreaux d'une cellule à haut risque à main nue? Eh bien, ça souligne une autre faille énorme, la vétusté des infrastructures. Les cellules à haut risque, elles n'en avaient souvent que le nom. La corrosion, le manque de maintenance flagrant combiné à un temps de surveillance très relâché, ça permet à une personne déterminée de créer un effet de levier et de déceler le métal. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce qu'après cette évasion, pendant que la police passe 9 mois à le traquer en dormant littéralement dans les buissons, lui, il déplace carrément ses opérations. Il s'installe à Thabazimbi, une petite ville minière et écotouristique du Limpopo. Pourquoi ce choix-là spécifiquement, Evelyne? Thabazimbi, c'est crucial pour sa logistique. C'est une zone prospère grâce aux mines et au tourisme. Donc, qui dit prospérité, dit forte concentration de véhicules tout-terrain, des 4x4, qui sont hyper prisés au-delà de la frontière mozambicaine. Ah, un vrai vivier pour ses affaires. C'est ça. De plus, c'est une petite communauté très paisible, moins habituée à la violence urbaine de Johannesburg. Donc, initialement, ils étaient beaucoup moins préparés à faire face à ce genre de menaces. Et là-bas, sa méthode est presque chirurgicale. Il défonce pas les portes, non. Le documentaire explique qu'il retire entièrement les serrures des portes avec un simple tournevis. C'est terrifiant d'imaginer quelqu'un démonter patiemment votre porte pendant que vous dormez. Ça donne des frissons, ouais. Et il massacre 28 chiens en seulement 3 jours, avec ces fameuses boulettes de viande empoisonnée. L'audace du type, quoi. Il force une communauté entière à organiser ses propres patrouilles nocturnes. Ils étaient livrés à eux-mêmes. Mais parlons de sa capture là-bas, parce que les sources mentionnent un détail qui m'a vraiment frappé. Il est repéré près d'un hôtel, à côté d'une voiture avec des plaques mozambicaines. Un capitaine de police l'attrape. Et on l'a dit, Mattei de petite taille, son avocate le décrira plus tard comme frêle. Ouais, pas vraiment le physique de l'emploi. Pourtant, il faut une bagarre ultra-violente au corps à corps, avec 2 capitaines corpulents pour le maîtriser. J'ai vraiment du mal à concevoir comment un homme de ce gabarit peut physiquement résister à 2 policiers entraînés et massifs. En fait, l'explication ne réside pas dans la masse musculaire, mais plutôt dans le conditionnement physiologique. Ce que les policiers ont affronté ce jour-là, c'est pas un civil effrayé, c'est un organisme capable d'inhiber la douleur et d'utiliser une poussée d'adrénaline pure pour survivre. Un mode survie poussé à l'extrême? Exactement. Il s'agit d'une résistance animale, presque tactique. Il vise les points vulnérables de ses adversaires pour se dégager plutôt que d'essayer de les dominer par la force brute, ce qui serait impossible vu son gabarit. C'est une pure logique d'évitement et de survie à tout prix. Il finit tout de même menotté et transféré. Et c'est ici qu'on entre dans le vif du sujet. La tristement célèbre prison de Semax à Pretoria, donc l'ancien couloir de la mort. Entre avril et novembre 2006, il tente de s'évader 3 fois. Il endommage même une fenêtre. Et personne ne réagit vraiment. Et le 18 novembre, l'impossible se produit.
Il s'évade de CEMAX. La réaction du gouvernement sud-africain est alors d'une absurdité totale. Le ministre des Services correctionnels sort une version officielle selon laquelle Maté se serait enduit le corps de vaseline pour glisser à travers une minuscule fenêtre de 20 cm sur 60. C'est une explication qui insulte carrément l'intelligence du public. Ça défie les lois les plus élémentaires de l'anatomie humaine. Exactement. C'est comme un mauvais tour de magie. L'illusionniste agite sa main avec le pot de vaseline pour qu'on ne regarde pas l'autre main, celle qui empoche les billets de banque. C'est une très bonne façon de le voir. Mais sérieusement, j'ai besoin de comprendre les mécanismes réels. Parce que les journalistes d'investigation, eux, ils ont mis au jour 2 éléments. Des pots de vin s'élevant à 80 000 rands, payés par son réseau, et l'utilisation d'une pièce d'acier pliant S pour accrocher ses vêtements et descendre. Voilà la vraie histoire. Mais attends, je t'arrête. Même avec 80 000 rands, et même avec une porte de cellule laissée ouverte, comment on sort physiquement de l'enceinte de l'ancien couloir de la mort avec juste un bout de métal tordu ? C'est là qu'il faut vraiment comprendre la réalité de la corruption systémique. La corruption pénitentiaire, ça consiste pas seulement à ouvrir une porte principale et dire au revoir. Ça consiste à acheter de l'inaction. Et à acheter du temps, tu veux dire ? Ouais. Le bout de métal tordu en S, il fallait bien le plier. Pour plier de l'acier dans une prison, il faut un point de levier, il faut faire du bruit, il faut du temps. Le pot de vin de 80 000 rands, il a acheté le détournement de regard des gardiens. Ils ont regardé ailleurs. Exactement. Il a acheté leur silence face au bruit du métal travaillé, face à la détérioration continue de la fenêtre de la cellule sur plusieurs jours. Ensuite, la pièce en S sert de grappin improvisé pour accrocher une corde faite de draps et de vêtements. Mais rien, absolument rien de cette ingéniosité physique n'aurait pu fonctionner sans l'infrastructure de corruption qui a complètement paralysé les protocoles de sécurité de la prison la plus stricte du pays. C'est fou. Et un journaliste courageux, Dominique Matlango, ne s'est pas arrêté à cette évasion. Il a passé la frontière pour aller à Xai-Sai, une ville côtière du Mozambique, pour enquêter sur les origines de Marouté. Il y découvre un manoir en construction avec 6 salles de bain. C'est pas la maison d'un petit voleur, ça. Non, pas du tout. Et la police locale est immédiatement hostile aux journalistes. Il protège ouvertement les intérêts de Marouté. Si l'on relie ça à la situation globale, ce voyage au Mozambique est vraiment la clé de voûte de toute cette affaire. On apprend que Maté vient d'un milieu de très grande pauvreté, père absent parti travailler dans les mines, mère souffrant d'alcoolisme, déscolarisation précoce. Un parcours très difficile. Ouais, mais surtout, lors de son procès, un psychologue va confirmer de fortes rumeurs selon lesquelles Maté a été recruté très jeune comme enfant soldat pour le Frélimo, le mouvement de libération au Mozambique dans les années 80. Un enfant soldat, d'accord. Ah bah ça change complètement la perspective. On ne parle plus du tout d'un simple voleur opportuniste là. Absolument pas. La formation militaire d'un enfant soldat, surtout dans le contexte des guerres civiles africaines des années 80, ça repose sur des principes impitoyables. La compartimentation émotionnelle pour pouvoir tuer sans sourciller, la furtivité derrière les lignes ennemies, la survie en milieu hostile et le démontage logistique. Ça explique tout. Bah oui, ça explique soudainement tout son mode opératoire. Sa capacité à démonter des serrures sans faire un bruit, sa manière ultra méthodique d'éliminer les systèmes d'alarme comme les chiens, sa résistance exceptionnelle à la douleur lors de son arrestation, et surtout ce réseau transfrontalier très bien organisé. Le fameux manoir à Xai-Sai ? Voilà. Le manoir au Mozambique n'a pas été financé par du petit larcin. Il était en fait à la tête d'un syndicat du crime structuré qui utilisait des routes de contrebande de militaires pour écouler des dizaines de véhicules volés en Afrique du Sud. Ce qui explique aussi du coup pourquoi sa cavale finale a ressemblé à une véritable opération de guérilla urbaine. Ah, la scène de Tembisa. Ouais. 15 jours après avoir fui CEMAX, il vole un véhicule. Ça déclenche une traque en hélicoptère au-dessus du gigantesque township de Tembisa, un labyrinthe de tôles et de ruelles qui abrite quand même 400 000 habitants. L'hélicoptère le repère. Et là, ses instincts tactiques reprennent le dessus. Il passe en mode combat. Il sait que sa chemise orange de prisonnier est un énorme repère visuel depuis les airs. Il l'enlève, il abandonne le véhicule et il se cache dans une maison. Et ça, c'est l'application directe d'une tactique d'évasion militaire face à un appui aérien. Casser la ligne de vue et modifier immédiatement sa signature visuelle. Les policiers au sol fouillent la zone. Ils sont sur le point d'abandonner au bout de 20 minutes. Ils pensent carrément que l'hélico s'est trompé. Et pendant ce temps, Maté est là, immobile, à moitié nu, caché derrière un simple séparateur de pièces. 20 minutes d'immobilité totale. Son niveau de contrôle cardiovasculaire pour ne faire aucun bruit, alors que des policiers lourdement armés sont à quelques mètres. C'est fou. Quand il le débusque enfin, il se rend pas. Évidemment que non.
Il tente de fuir, se retourne et utilise une grosse vis, encore un outil banal, transformé en arme redoutable pour poignarder le policier Joseph, juste sous l'œil. Il s'enfuit le visage en sang, avant d'être finalement neutralisé de 3 balles. Cette scène, elle illustre parfaitement la dangerosité ultime de l'individu. Contrairement à un criminel ordinaire qui, se rendrait face à une force de frappe écrasante, la réponse conditionnée de Mathès, c'est l'attaque ciblée et létale, jusqu'à la toute dernière fraction de seconde. Ce qui nous amène à la conclusion judiciaire de cette affaire. Un procès colossal. 64 chefs d'accusation retenus. Plus de 200 témoins appelés à la barre. La procédure s'étire sur 3 ans. La paranoïa autour de lui est telle qu'il faut 9 policiers armés de fusils automatiques pour l'escorter à chaque audience. C'est du jamais vu. Et c'est là, dans l'ensemble du tribunal, que surgit un contraste troublant. L'avocate de l'accusation s'attendait à voir un monstre imposant. Elle découvre un homme de petite taille qu'elle qualifie d'incarnation du mal, car il s'assoit dans le box en souriant et en ricanant, pendant que ses victimes, comme Heidi ou Tracy, pleurent en racontant leur traumatisme. Ouais, une scène insoutenable pour les victimes. Mais de l'autre côté, l'interprète de la cour, Leontina de Almeida, dresse un portrait diamétralement opposé. Elle décrit un homme à la voix douce, poli, incroyablement intelligent et profondément convaincant lorsqu'il clame son innocence. Alors qu'est-ce que tout cela signifie ? Comment un individu capable de ligoter, violer et tirer sur des innocents avec l'efficacité froide d'une machine peut-il, en même temps, charmer une auxiliaire de justice de proximité ? Cela soulève une question importante sur la nature même de la psychopathie et du trouble de la personnalité antisociale que le psychologue a d'ailleurs évoqué lors du procès. Il faut bien comprendre que pour ce profil psychologique, le charme n'est absolument pas une expression d'empathie sincère. Le charme, c'est un outil. Comme la vis ou le tournevis. Exactement. Tout comme la vis pour poignarder le policier ou le tournevis pour enlever la serrure de ta Bazimbi. Son amabilité avec l'interprète et son absence totale de remords face aux victimes, ce sont juste les 2 faces d'une même pièce. Un vide émotionnel absolu, dissimulé derrière un masque manipulateur de très haute précision. Il s'adapte à la personne en face de lui ? Voilà. Il module son comportement, la voix douce, la politesse, pour désarmer la méfiance, pour tester les failles humaines, tout comme il testait les barreaux de sa cellule en fait. Heureusement, la justice n'a pas cédé à cette illusion. Il a été condamné à 54 ans de réclusion dans la prison supermaximale de Kokstad. Si l'on prend un peu d'auteur sur l'ensemble de ces éléments, la leçon est frappante. On observe comment un seul esprit, forgé par les traumatismes de la guerre infantile, armé d'un charisme redoutable et d'une ingéniosité meurtrière, a pu décoder et exploiter les failles de tout un pays. C'est vertigineux. Il s'est glissé dans les silences bureaucratiques d'une police mal coordonnée, il a prospéré dans les inégalités géographiques d'une société très divisée, et il a acheté, avec une facilité déconcertante, la moralité d'un système carcéral corrompu. Et c'est là l'implication la plus vaste de cette affaire. Une implication qui dépasse, largement le cadre de la justice pénale sud-africaine. Comment ça ? Mais que l'on parle d'infrastructures de sécurité, de bases de données gouvernementales ou même de systèmes de gestion dans de grandes entreprises aujourd'hui, l'intégrité de l'outil technologique ou architectural est systématiquement subordonnée à l'intégrité humaine. Ah oui, c'est l'humain, le maillon faible. Toujours. Les bases de données segmentées qui refusaient de communiquer en 1999 sont l'équivalent parfait de nos silos d'information modernes. Les barreaux en acier les plus épais du monde perdent toute leur utilité si la personne chargée de les surveiller peut être monétisée. C'est pourquoi un scepticisme rigoureux comme celui des journalistes qui ont refusé le narratif absurde de la vaseline est essentiel pour empêcher les institutions de masquer leurs propres défaillances. Ce qui m'amène à une réflexion finale assez troublante à laquelle on peut toutes et tous réfléchir aujourd'hui. Si un homme armé d'un tournevis de bricolage et d'un morceau de métal tordu a pu vaincre à plusieurs reprises la forteresse censée être la plus impénétrable d'une nation, on est en droit de se demander si nos systèmes de sécurité ultra-modernes, avec leurs caméras intelligentes et leurs contrôles biométriques, nous protègent véritablement des prédateurs les plus déterminés. C'est la grande question, ouais. Ou bien ces technologies ne servent-elles qu'à nous rassurer, à nous donner une illusion de contrôle pour que l'on puisse dormir sur nos 2 oreilles, pendant que les véritables menaces trouvent simplement un nouveau prix pour acheter le gardien de la porte. Gardons en tête l'ultime provocation d'Ananias Maté avant d'être scellé à Kokstad. Ah oui, cette phrase. Avec ce sourire glacial qui le caractérisait, il a promis qu'il organiserait une grande fête le jour où il sortirait de nouveau.
Une façon de rappeler que même derrière le béton le plus épais, le facteur humain reste et restera toujours la faille la plus exploitable.